Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Tout d'abord, le président de la République a regagné Bamako hier soir en provenance de Bruxelles où il avait pris part au 4e sommet Union européenne-Afrique. Ibrahim Boubacar Keïta, comme vous le voyez sur ces images, a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre, les membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités. Voilà, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, hier soir en provenance de Bruxelles, où il avait pris part au 4e sommet Union européenne-Afrique. Il salue ici les corps constitués. Voilà, la rencontre de Bruxelles a décidé de renforcer la sécurité au Sahel et particulièrement dans le nord de notre pays. L'Europe s'est engagé également à soutenir le Mali, à réussir rapidement le processus de dialogue en cours. Ibrahim Traoré et Brahima Koulibaly sont nos envoyés spéciaux à Bruxelles. Reportage. Au 4e sommet UE-Afrique, le Mali est venu faire entendre sa voix au plus haut niveau. Parmi les sujets évoqués par les autorités nationales avec les partenaires du Mali, l'on note surtout la réconciliation nationale et la consolidation de la paix dans le nord du pays. Et le Mali quitte Bruxelles avec un soutien de taille. Notre pays a beaucoup gagné dans ces sommets. D'abord de se faire entendre par rapport à toute la problématique en cours de la sortie de crise. Et comme vous le savez, les Européens sont de l'Union européenne. C'est un partenaire clé aujourd'hui pour le Mali dans la sortie de crise. Et la forte délégation qui était dirigée par le président de la République lui-même a permis de lever beaucoup d'ambiguïté sur toutes les questions que les gens se posent par rapport à la sortie de crise, par rapport au dialogue intermalien, et par rapport aussi à nos attentes de nos partenaires européens. Et je pense qu'à tous les niveaux, que ce soit au niveau bilatéral ou que ce soit au niveau multilatéral au sein de la Commission de l'Union européenne, le Mali a été bien entendu. On a gagné beaucoup de sympathie par rapport aux progrès qui sont en train de s'accomplir. Les parlements des deux continents étaient aussi réunis à Bruxelles pour apporter leur contribution au sommet UE-Afrique. Là aussi, le Mali était fortement représenté. On a parlé surtout de paix, on a parlé surtout de sécurité et on a rencontré aussi à cette occasion les ONG, toujours les ONG qui s'occupent des droits de l'homme. Au cours de la réunion, j'ai rétabli quand même la vérité pour que les gens sachent que c'est vrai qu'on était en guerre, c'est vrai qu'après une guerre, il peut toujours avoir des débordements, des deux côtés d'ailleurs, c'est que les ONG ne disent pas trop. Moi, je trouve que les ONG parlent plus de ce que peut-être ce que le MNLA représente comme étant des Touaregs, parce que pour nous, Touaregs, Soreil, Peul, Bambara, c'est toujours des Maliens. Donc c'est vraiment déplorable. Il faut être honnête et rétablir les choses. Et c'est surtout dommage que pendant qu'on parle de paix, pendant qu'on parle de réconciliation, que le MNLA soit encore dans une logique de lobbying au Parlement européen, comme s'ils étaient des Européens. S'ils doivent faire du lobbying ou bien s'ils doivent expliquer des choses, je pense qu'il faut le faire d'abord au Mali, entre nous Maliens. Donc les parlementaires ont très bien compris et je profite de l'occasion pour vraiment remercier Louis Michel qui a eu cette initiative et qui a été toujours à nos côtés et qui a dit publiquement que l'Union européenne, en tout cas les parlementaires de l'Union européenne vont continuer à supporter les pays dans lesquels il y a des guerres, les pays dans lesquels il y a des problèmes et principalement le Mali. La sécurité au nord du Mali était quasiment au cœur de tous les entretiens que le président de la République a eus avec ses pairs et autres partenaires du Mali. Relever ce défi pour le chef de l'État impose la mutualisation des efforts. L'Europe avec le Mali, elle l'a prouvé fabuleusement. L'Europe a toujours été à nos côtés dans la crise que nous avons traversée. L'Europe reste à nos côtés. Vous avez entendu parler de l'opération EUT, Open Union Training Mission, qui nous vaut aujourd'hui 4 bataillons formés et bien formés. Nous avons seulement dit à nos amis européens que c'est bien de leur former les bataillons et il serait très bien aussi de nous aider à les équiper. Vu la maigreur, la minceur de nos ressources, je pense que nos soucis là aussi sont pris en charge et je crois que c'est un tout. L'Europe est bien consciente que la sécurité du Mali engage quelque part sa propre sécurité.
toutes ces bandes qui traversent le Sahara avec des commerces divers, que ce soit le commerce des armes, que ce soit le commerce de la drogue, les cigarettes, tout cela est agression contre l'Est du Nord, c'est également de l'Europe à terme. Et donc nous conjuguons ces fléaux et ces menaces ensemble. Et c'est ce qui est engagé, est fabuleusement engagé. Je repars de Bruxelles très satisfait, surtout au sortir d'une audience avec le roi de Belgique, où nous avons retrouvé la reine Mathilde, qui est une amie du Mali, a souhaité que nous ayons un entretien en aparté pour me dire tout ce qu'elle pense de bien de mon pays, et me redire encore sa satisfaction d'y avoir passé quelque temps. Et je l'ai engagé évidemment à revenir nous voir, et c'est avec le plus grand bonheur que nous l'accueillerions si c'était possible. C'est donc tout rassuré et réconforté que le président de la République et sa forte délégation ont quitté Bruxelles. Le prochain sommet UE-Afrique est annoncé pour 2017 dans un pays africain. Je vous le disais en titre, ouverture ce matin à l'école de maintien de la paix, on explique la fonction militaire autour des réformes de nos forces armées. Il s'agit de réfléchir sur les voies et moyens de sortir les forces du pays des chantiers battus en plus professionnels et aptes à relever les défis de la problématique sécuritaire dans nos pays. Compte rendu Daouda Sidiki Diarra. La première réunion du Conseil supérieur de la fonction militaire est le témoignage éloquent du changement qui est en train de s'opérer au sein des forces armées du Mali, FAMA. Au cours de cette rencontre, il s'agit de réfléchir sur les voies et moyens en vue de rendre nos forces encore plus professionnelles et aptes à répondre aux défis du moment. La réforme des forces armées s'est imposée tout naturellement à cause du contexte de mauvaise gouvernance dont, hélas, nous avons tous été témoins, qui a désorganisé nos forces et jeté le peuple malien avec son armée dans les bras de l'ennemi. Dès lors, une mise à niveau devenait nécessaire pour donner un nouveau départ à notre armée nationale afin de mettre l'État à l'abri d'autres surprises désagréables. C'est pourquoi depuis le mois de décembre 2013, le processus de réforme de nos forces a été entrepris avec toutes les composantes des forces armées nationales. Il se décline en 3 grands axes, à savoir construire l'armée de nos besoins, développer une politique cohérente des ressources humaines, enfin tourner notre outil de défense vers le futur. Venus de toutes les régions militaires du Mali, les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire vont faire des contributions visant à améliorer la qualité des documents portant sur la réforme des armées. À travers les documents qui vous ont été remis, il s'agit de questions relatives aux conditions de vie, au statut du personnel et aux questions sociales. Le secrétaire général ajoutera que ce travail résolu de tout ce qu'on pourra atteindre le résultat escompté, objet de ce processus de réforme entré depuis 2013 par les autorités du pays. Toujours dans le cadre de la paix, le Mali commémore aujourd'hui, à l'instar des autres pays du monde, la journée internationale de lutte contre les mines et la prolifération des armes légères et de petit calibre. Une journée marquée ce matin par la destruction d'explosifs à Kambila dans le cercle de Kati. La cérémonie était organisée par la Commission nationale et le système des Nations Unies de lutte contre le phénomène Lamine Keïta. La problématique de la prolifération des armes légères et de petits calibres constitue l'un des grands défis à relever pour beaucoup de pays africains. Aussi, pour montrer tout son intérêt à la lutte contre le phénomène, les Nations Unies ont consacré le 4 avril Journée internationale d'action contre les mines. C'est une journée particulièrement importante pour le Mali, a souligné le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali. C'est extrêmement important parce que beaucoup aussi des Maliens, des enfants, des femmes sont morts à raison des mines qui sont encore là et les explosifs et les remnants de la guerre. C'est pour cela que le UNMAS, c'est l'Organisation des Nations Unies pour la lutte contre les mines, avec l'UNICEF, mais surtout aussi avec les institutions de votre pays, on fait la lutte ensemble et vous avez aujourd'hui vu un peu comment ça marche. C'est un travail extrêmement spécifique. Nous avons des militaires de Népal et de Cambodge qui sont venus spécifiquement pour ce travail. Pour les représentants de la Commission nationale de lutte contre les armes légères, la circulation des armes est une menace contre l'autorité de l'État et la sécurité des populations. Ce jour du 4 avril est une date importante. Elle est consacrée à la commémoration de la journée internationale de l'action contre les mines et aussi à la destruction de quelques explosifs qui permettra à coup sûr de réduire considérablement la prolifération des armes légères et de petits calibres au Mali, qui reste une des causes principales d'insécurité dans nos villes et campagnes. Au Mali,
De la date de l'intervention de la communauté internationale à nos jours, 95 civils ont été victimes des mines ou restes d'engins de guerre. La situation est loin d'être maîtrisée, ont indiqué les responsables de l'armée, lorsque l'on sait que les zones infestées sont importantes et difficiles d'accès. Des armes qui détruisent tout sur leur passage. Le département de la culture et ses partenaires restent mobilisés pour la mise en œuvre du programme de réhabilitation du patrimoine détruit du Nord. Ils étaient réunis ce matin pour parfaire les documents de stratégie de reconstruction de ces biens culturels endommagés. Cheikh Oumar Sangaré, reportage. Le patrimoine culturel malien a connu des dommages sans précédent durant la crise. Depuis, sa réhabilitation est une priorité du département en charge de la culture. Le bilan des dommages causés est lourd. 14 des 16 mausolées inscrits sur la liste du patrimoine mondial et le monument d'indépendance à l'effigie des Farouk ont été détruits. La porte de la mosquée Sidi Yahya, considérée comme sacrée par les habitants de la ville, a été arrachée et endommagée. Environ 4203 manuscrits anciens de très grande valeur de l'Institut des hautes études de recherche islamique Ahmed Baba ont été brûlés. Ajoutez à cela le tombeau des Askia qui s'est considérablement dégradé par défaut d'entretien. Le département de la culture et l'INECO sont résolument engagés à reconstruire ce patrimoine détruit. Une stratégie a été élaborée dans ce sens. Le document mis à l'appréciation des acteurs impliqués prend en compte les différents aspects de la reconstruction. Aujourd'hui, notre travail nous permettra de redonner la dignité et la liberté à toutes ces populations qui ont souffert pendant la crise. Notre travail permettra de leur redonner de l'espoir dans l'avenir. J'ai le plaisir de vous annoncer que la Suisse va soutenir ce programme du ministère de la Culture en collaboration avec l'UNESCO à travers une contribution de 530 millions de francs CFA. Le document ainsi soumis à la validation prévoit des activités qui s'articulent autour de 4 composantes, à savoir étudier et connaître, restaurer et reconstruire, renforcer les capacités institutionnelles et professionnelles, capitaliser et diffuser. Le projet de reconstruction durera 4 ans pour un coût global de plus de 5 milliards 400 millions de nos francs. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Abdoulaye Koumaré, entreprendra à partir de ce dimanche 6 avril 2014 2 missions qui le conduiront successivement à Dakar au Sénégal et à Malabo en Guinée équatoriale. À Dakar, première étape de ce périple à l'étranger, le ministre Koumaré prendra part à des rencontres entre autorités sénégalaises et maliennes pour la relance des activités ferroviaires entre Bamako et Dakar. À Malabo, en Guinée équatoriale, Abdoulaye Koumaré prendra part à la 3e session de la conférence des ministres africains en charge des transports sous l'égide de l'Union africaine. La 33e session ordinaire du comité interparlementaire a clos ses travaux ici à Bamako. Le comité recommande la redéfinition par le Conseil des ministres de l'UEMOA de nouveaux critères de convergence adaptés aux situations sociales, économiques et monétaires de l'espace communautaire. Il recommande également d'accorder la priorité à la lutte contre la pauvreté, le chômage des jeunes et la promotion des femmes. Compte rendu Daouda Sidiki Diarra. Pour que l'installation du Parlement de l'Union économique monétaire ouest-africaine soit une réalité dans les meilleurs délais possibles, le comité interparlementaire au cours de sa 33e session ordinaire a exhorté la commission de l'UEMOA à faire toutes les diligences requises dans ce sens. Nous avons exprimé notre profonde reconnaissance aux chefs d'État et de gouvernement qui ont ratifié les actes constitutifs du Parlement, dénotant ainsi leur attachement à la participation des populations à travers leurs représentants au processus d'intégration de l'UEMOA. La mise en place du Parlement contribuera à la promotion de la bonne gouvernance. Sa participation au processus décisionnel de l'Union imprimera une plus grande légitimité aux décisions de l'UEMOA. Notons également que la session s'est penchée sur les questions de démocratie et de paix dans notre sous-région. En vue de l'harmonisation des différents codes électoraux dans l'espace UEMOA, la session a recommandé l'organisation d'un atelier sur les processus électoraux des États membres. Les éclairages apportés sur certains chantiers ont été d'une grande utilité pour les élus du peuple. Notamment la libre circulation des personnes et des biens, la poursuite du programme hydraulique villageoise et les initiatives prises par les comités
de haut niveau sur la sécurité alimentaire, l'énergie durable, le financement des économies des États membres de l'Union, ainsi que la paix et la sécurité dans notre espace communautaire. Le comité interparlementaire a apprécié l'état d'avancement des travaux de construction du siège de cette institution parlementaire en cours à Bamako. La 8e Assemblée générale du Forum des administrations fiscales ouest-africaines a pris fin cet après-midi à Bamako. Le thème de cette rencontre était fiscalité du secteur des télécommunications. Cette activité a regroupé les représentants des administrations des pays membres de la CEDEAO. Reportage à Rachel Tissougué. Les représentants des administrations des pays membres du Forum des administrations fiscales ouest-africaines FAFOA ont examiné les voies et moyens leur permettant de prendre en charge tous les aspects spécifiques du prélèvement fiscal dans le secteur des télécommunications. Cela contribuera à l'élargissement de l'assiette fiscale dans les 15 pays qui comprennent FAFOA. Je suis convaincu que la mutualisation de nos expériences sur le thème abordé a permis aux participants d'approfondir leurs connaissances et de mettre en évidence l'importance du secteur des télécommunications dans l'économie de nos pays, la contribution significative du secteur en termes d'emploi, de recettes fiscales de l'État, le rôle de plus en plus important du secteur dans le domaine social, l'importance et la mise en place d'un dispositif juridique et fiscal adéquat. La signature d'un mémorandum entre le Forum des administrations fiscales ouest-africaines et la CEDEAO était également au cœur des échanges. C'est donc un mémorandum, il s'agit de faire en sorte que la CEDEAO prenne en compte l'existence du FAFOA et que la CEDEAO apporte son appui aux activités du FAFOA comme les pays de l'Afrique de l'Est le font pour la TAF. Il a également été question du recrutement du secrétaire exécutif du FAFOA, du paiement des cotisations par les États membres et du programme de renforcement des capacités pour l'année 2014. Lancement dans la commune rurale de Sangaré-Bougou des activités de la journée de l'enfant orphelin. La journée a été marquée par des consultations et traitements gratuits et la remise de kits scolaires aux enfants. C'est une initiative de Qatar Charity. Aramata Konaté nous en parle. La lutte contre les parasites et les maladies chez les orphelins est engagée dans la commune rurale de Sangaré-Bougou. C'est pour contribuer à l'amélioration de la santé de ces enfants. Si cette étape concerne tous les enfants orphelins, la phase de remise de kits scolaires et de vélos est réservée à ceux qui occupent le premier rang de leur classe. Ces actions constituent une source de satisfaction pour les autorités. Merci à Qatar Charity et à Vibon de penser à ces enfants victimes de la facture de l'innocence. Qatar Charity et Vibon sont à pied d'œuvre dans 8 régions du Mali et travaillent dans 34 communes rurales sur le territoire national pour aider les enfants à survivre et à s'épanouir, de leur jeune âge jusqu'à la fin de l'adolescence. C'est-à-dire les enfants âgés de 0 à 18 ans. À ce jour, 1177 enfants sont parrainés. Pour cette année 2014, notre objectif est d'atteindre les 2000 orphelins, soit une allocation annuelle estimée à 420 millions de francs CFA. Cette cérémonie de lancement offre l'occasion aux orphelins de faire certaines requêtes. Nous demandons en cette occasion solennelle la gratuité de l'enseignement jusqu'au niveau de la 6e année fondamentale. Cette activité vient en prélude à la Journée mondiale des orphelins, un événement que le Mali s'apprête à commémorer pour la première fois le 25 juin prochain. Hors de nos frontières maintenant, le Tchad décide de se retirer de la force africaine après plusieurs mois de polémique sur son intervention en République centrafricaine. Le départ de ces 850 soldats tchadiens va créer certainement un grand vide. 30 morts, près de 300 blessés, pour l'essentiel des femmes et des enfants. Ce lourd bilan annoncé par l'ONU est imputé aux soldats tchadiens. Venus protéger un convoi de musulmans sur le départ, ils ont le week-end dernier tiré sur la foule, augmentant le sentiment anti-tchadien. Nous tuent, nous maltraitent, on ne sait pas si l'opinion internationale voit ce qui se passe en RCA. Du côté de la RCA comme une préfecture tchadienne. Sinon, normalement, on ne devrait pas se comporter comme ça.
Une critique qui remonte au début de la crise en mars 2013. Pour beaucoup de Centrafricains et d'observateurs, la prise du pouvoir par Michel Djotodia et les rebelles de la Séléka n'a été possible que grâce au bon vouloir des soldats tchadiens déjà présents au sein de la FOMAC et qui ont laissé faire. Un appui et un soutien dénoncés au cours des 10 mois de chaos durant lesquels pillage et exaction étaient le lot quotidien. Pour la population, ces soldats étaient les protecteurs des rebelles venus du Nord, parlant arabe et de confession musulmane contre une population à majorité chrétienne. Un parti pris qui au fil des mois a exacerbé les tensions interconfessionnelles. L'apparition des anti-Balaka, ces milices d'autodéfense et le regain de violence qui a accompagné le départ de Michel Djotodia ont mis les populations musulmanes et principalement tchadiennes en première ligne. Les éléments tchadiens sont eux aussi devenus des cibles, laissant des morts sur le terrain. Les accusations de l'ONU ont poussé le président tchadien Idriss Déby à rappeler les 850 hommes qui servent dans la force de l'Union africaine en RCA. À Bangui, on se réjouit du retrait de celui qui, depuis des années, fait la pluie et le beau temps en Centrafrique, imposant il y a 10 ans François Bozizé, avant de le lâcher pour la Séléka et laisser le pays à l'agonie. Le Rwanda s'apprête à commémorer le 20e anniversaire du génocide d'avril 1994. Aujourd'hui, ce douloureux événement est encore vivace dans les esprits, un moment de partage et de deuil. Ils sont nés l'année du génocide il y a tout juste 20 ans et ils portent la flamme du souvenir. Un feu symbolique qui parcourt tout le Rwanda pour honorer les morts. Ce jour-là est à Pandera, faubourg de Kigali, au lieu de massacre. Ici, en avril 1994, les miliciens interamoués ont exterminé plus de 20 000 Tutsis, abandonnés à leur sort par les casques bleus belges. Dans le stade recueilli, une rescapée confie son histoire. Mes enfants, mon mari, ma famille et mes voisins ont tous été tués. Mes 2 grands-enfants et mon frère ont sauté par-dessus la clôture du séminaire où nous étions cachés. Ils ont dit, on se reverra au ciel. À travers Joséphine, chacun ici revit sa tragédie personnelle. Les proches tués sauvagement, le vide de l'absence. 2 décennies après, impossible d'oublier. J'ai vraiment souffert. Parce que j'ai perdu mes enfants. Ma famille a été décimée. Il ne me reste plus personne. Je suis resté seul avec mon chagrin. Quand je repense aux événements tragiques que nous avons traversés pendant le génocide, ça me traumatise énormément. Mais j'essaie de rester debout, d'être positive, avec l'espoir que ça n'arrivera plus. Gaspard, lui, est ce qu'on appelle un juste. Pendant le génocide, ce Hutu a sauvé plus de 30 familles Tutsis. À un moment, les miliciens voulaient venir fouiller chez moi. Alors j'ai pris la décision de partir avec la mère et les 6 enfants que je cachais et de les emmener chez mon cousin. Ça a été très dur. On devait marcher la nuit, il fallait couper dans les champs pour éviter d'être repéré par les miliciens. Moment de partage intense et de deuil, espoir aussi d'un avenir jamais plus terni par une telle tragédie. La flamme repart, elle terminera sa course dans la capitale rwandaise le 7 avril, pour le jour du souvenir. Retour à l'actualité nationale, écho de nos régions. À Tombouctou, les rideaux sont tombés hier sur le Forum national de la paix et la réconciliation. Plus de 500 délégués ont eu droit à des communications relatives aux manuscrits, à l'islam, à la sécurité et au développement des régions du Nord. À l'issue des travaux, les participants ont fait des recommandations, compte rendu Adama Djimde. Les assises de Tombouctou qui viennent de prendre fin ont abouti à toute une batterie de résolutions. Accompagner le retour des réfugiés, des déplacés et des personnes vulnérables restées sur place. Diligenter le cantonnement des groupes armés et autres structures d'autodéfense. Il a été aussi question d'accélérer la construction de routes Tombouctou-Douanza, Tombouctou-Gomakura et celles reliant les différents cercles entre eux. Tout de même, la rencontre a été plus que enrichissante. C'est l'idée du forum. Parce que sans ça, les gens n'allaient pas se comprendre. Maintenant, on s'est assis, tout le monde a parlé, tout le monde s'est dégagé, on s'est bien entendu et qu'Inch'Allah, il y aura la paix. J'ai vu un grand engagement de la région de Tombouctou
Et tous ceux qui sont venus pour la semaine ont pris à bras le corps la réconciliation et le vivre ensemble. Les Nations Unies ont encore réitéré leur détermination à soutenir pour la restauration de la paix. Je crois que ça montre la grande volonté de la population ici, des chefs traditionnels, des représentants des jeunes, de société civile, d'aller à la paix, de vraiment renforcer la pression à tout le monde. Il n'y a pas d'alternative que la paix. Soyez assurés que le gouvernement de la République du Mali reste à votre écoute dans la conduite de la dynamique de la paix et de réconciliation nationale. Nous ferons un bon usage de cette moisson d'idées, des leçons pratiques soulignées et des pistes de solutions ébauchées. En effet, la semaine et chacun des événements de type œcuménique qui l'ont précédé jusqu'à présent montrent que la foi du peuple malien, toute diversité ethno-culturelle et géographique confondue, reste inébranlable. Les débats étaient certes houleux et tendus pour des participants animés d'une même et seule foi, celle de bâtir le Mali, se réconcilier afin de construire un Mali uni et prospère. En 4e région, le général de corps d'armée Castor était en visite hier au 26e bataillon des travaux du génie de Bafo. Il était accompagné du tout nouveau commandant de l'UTM au Mali. Le chef d'état-major allemand était venu s'enquérir de l'état d'évolution de la formation des 48 militaires du génie aux techniques de franchissement que son pays pilote à travers l'UTM Kandesila. Le niveau atteint par les 48 stagiaires maliens en un mois est assez flatteur. En quittant son pays, le général de corps d'armée Castor ne s'attendait pas certainement à un tel progrès des militaires maliens. Le but de ma visite, c'est de voir comment est effectué le travail qui est demandé ici, de m'assurer qu'il est bien fait, de m'assurer que les soldats allemands ont besoin de tout ce qu'il leur faut pour remplir la mission au profit de l'armée malienne. Au cours de sa première sortie, le nouveau commandant de l'UTM a apprécié l'exercice de franchissement totalement exécuté par les stagiaires maliens. Il a aussi salué la délocalisation de formation entreprise par son institution. Les bénéficiaires se sont réjouis de la grande attention que l'UTM porte à l'armée malienne quand on sait que le franchissement est un élément essentiel du combat nouveau. À l'issue de cet exercice que nous venons de voir, la direction du génie militaire en tant que bénéficiaire se réjouit de la réussite de cette formation et de franchissement qui est à son premier mois. Il faut le savoir, la formation dure 3 mois. Ce n'est pas le franchissement seulement notre métier. Il y a une autre spécificité du génie militaire, c'est-à-dire le déminage. Cette visite du général allemand aux stagiaires de Bafo a été beaucoup appréciée par les autorités militaires de la 2e région puisqu'elle a rehaussé le moral des stagiaires et leurs formateurs. Retour à Bruxelles avant de quitter, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, avait reçu en audience Louis Michel. Le député européen était venu réitérer au chef de l'État le soutien du Parlement européen au Mali dans ses efforts de sortie de crise. Nous écoutons Louis Michel à sa sortie d'audience au micro de nos envoyés spéciaux. J'ai eu l'occasion de dire au président tout le bien qu'on pensait de son travail et des efforts qu'il fournit pour stabiliser son pays. Nous savons bien évidemment que le défi est immense, mais il a la légitimité pour avancer des solutions, pour avancer sur ces questions, mais il faut évidemment que tout le monde y mette du sien. Ce n'est pas unilatéral, on ne peut pas évidemment pacifier tout seul. Il faut respecter des principes, ce qu'il fait. C'est un homme rigoureux, c'est un homme que j'apprécie pour son intégrité intellectuelle, politique, personnelle, et je pense que c'est un peu la vie de tout le monde dans la communauté internationale. Le président jouit d'une grande crédibilité au sein de la communauté internationale et c'est un atout majeur pour le Mali. Et donc nous sommes tous derrière lui. Nous savons évidemment qu'il faudra encore un peu de temps, qu'il faudra encore faire des efforts, que nous devrons nous aussi, nous Européens, prendre notre part un peu plus encore que ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que ce que le président disait est très juste. Ce qui se passe au Mali, ça ne concerne pas que les Maliens, ça concerne aussi au premier chef
d'une certaine manière, la tranquillité de l'Europe. Il est évident que nous sommes en première ligne pour souffrir des conséquences ou des effets collatéraux de la déstabilisation du Mali. Donc nous sommes totalement engagés derrière lui, et au Parlement européen, moi je peux en tout cas témoigner que nous lui faisons totalement confiance, qu'on est avec lui, qu'on sait que si une solution doit intervenir, il est le mieux placé pour la forcer. On sait que c'est un homme rigoureux, il ne va pas pour des raisons de facilité faire droit, disons, à la complaisance. C'est quelqu'un qui sait où il va, qui sait où il veut conduire son pays, et donc nous sommes avec lui. Retour au Mali, direction Ségou. Les travaux sur les grandes réformes de la décentralisation ont débuté dans la cité de Balanza. Il s'agit de donner d'amples informations à l'ensemble des élus de la région pour une meilleure mise en œuvre du processus de décentralisation. Compte rendu, Fousseni Samake. Cette rencontre a regroupé les maires de 118 communes, les représentants des conseils de cercle, les députés et les responsables administratifs de la région de Ségou. L'objectif est de mettre ces acteurs au même niveau d'information sur les grandes réformes de la décentralisation et échanger avec les responsables des syndicats des travailleurs des collectivités pour relever les défis d'une meilleure décentralisation au Mali. C'est au prix de la paix, de l'union, de la cohésion, mais aussi et surtout du travail, que nous apporterons tous ensemble une réponse structurelle et durable à certains défis de notre décentralisation et à des questions de développement du pays. Le processus de décentralisation a enregistré des avancées en matière de santé, d'éducation, d'hydraulique, de développement social et de l'économie solidaire, qui constituent d'ailleurs les domaines transférés à ce jour. Les responsables des collectivités, syndicats des travailleurs et leurs partenaires se sont engagés à accompagner la mise en œuvre du processus de décentralisation au Mali. En deuxième région, les membres du comité de suivi du contrat-plan État-Office du périmètre irrigué de Baguineda et producteurs ont tenu hier une réunion sur les contrats-plans 2012, 2014 et 2015-2017 de la structure. L'État, le PIB et les producteurs s'engagent pour la mise en œuvre du programme de développement destiné aux populations de la zone d'intervention de l'Office. Koulikoro Seydou Traoré. Le contrat-plan État-Office du périmètre irrigué de Baguinda au PIB et producteurs est un document qui engage les trois parties à, entre autres, intensifier et diversifier les cultures, renforcer la capacité des organisations paysannes et améliorer les infrastructures hydrauliques. Il va être demandé de façon particulière d'abord aux producteurs s'engager par rapport à ce qui est prévu. L'État, c'est pour corriger effectivement tout ce qui a été fait pendant l'ancien contrat-plan, qui est le contrat-plan 2012-2014 et n'ayez pas de développement dont je viens de parler. Et puis le PIB qui va mettre tout ça en œuvre pour mieux faire comme le ministre de développement l'a dit. Malgré les contraintes de la crise socio-économique et sécuritaire du Mali, les difficultés d'accès à l'engrais subventionné pendant la saison agricole 2012, l'État a honoré ses engagements financiers à hauteur de plus de 74%. Pour les membres du comité de suivi, le PIB a su jouer sa partition et les producteurs ont pu mettre en valeur le périmètre. Le chargé des contrats-plans au ministère de l'économie et des finances a souligné que les engagements contractuels doivent porter des résultats concrets et non sur les activités à réaliser. La mise en œuvre de ce projet de contrat-plan se fera dans un contexte marqué par le retour de la paix et la volonté affichée des autorités de Mali de faire de l'agriculture le levier de la croissance économique. La durée du contrat-plan est de 3 ans et les engagements techniques des différentes parties sont définis dans chaque rapport annuel. Direction Mopti, là-bas, l'association Guinadogon et les populations du village de Sari dans la commune rurale de Dinangourou, cercle de Koro, ont procédé aujourd'hui à l'installation de la Toguna sous le parrainage de l'honorable Youssouf Aya. Pour cet événement, la mobilisation était totale. Compte rendu, Mahama Ibrahim Touré. Nous sommes à Sari, village de la commune rurale de Dinangourou dans le cercle de Koro. L'heure était à la grande mobilisation. Il y a de cela 682 ans que le Tuguna s'est installé à Soinongo et 33 villages se sont déplacés pour lui céder la place. Aujourd'hui, avec l'accord du vieux sage Ali Goro, le Tuguna aura pour nouveau site le village de Sari ce vendredi 4 avril 2014. Amadou Djemé,
Le vieux sage a donné le coup d'envoi et fourni la première tige. Le Togona, c'est notre coutume. Demander jusqu'ici, c'est la culture même des Dogons. Et toute la commune de Dinangourou demandait, ils étaient ici d'abord. Il y avait 63 Togona ici. Le Tuguna symbolise la primauté de la communauté sur l'individu, le respect dit aux anciens, la patience et l'humilité. Les pieds au nombre de 4 déterminent la puissance de la communauté. La profondeur des trous est de 60 cm et les dessins traduisent la hiérarchie sociale. Les femmes n'ont pas accès au Tuguna. N'importe où il y a à peu près 20 ou bien 40 Tuguna, tu vas trouver un Tuguna. C'est pour concerter les coutumes. Quand Dieu veut, se discute, les vies se concertent sur ce hangar-là, dit que telle personne qui n'a pas raison. Là, les Dogons, on ne peut pas abandonner le Togona jusqu'à la fin du monde. Togona concerne le premier fondateur du village d'abord. Sur l'ancien site du Tuguna se trouve une pierre de protection. La cérémonie d'installation du Tuguna, parrainée par l'honorable Youssouf Aya, député à l'Assemblée nationale, adressée du beau monde. Le Tuguna est renouvelé en fonction de sa durée. À Bamako, les membres du comité de pilotage du projet Améliorer la capacité d'adaptation et la résilience face au changement climatique dans le secteur agricole sont en conclave à Bamako dans le cadre de leur 4e session. Objectif partagé avec les membres de l'instance d'orientation et de pilotage des questions cruciales liées au fonctionnement du projet depuis 4 ans. Reportage Nando Dambélé. Initié par le gouvernement du Mali depuis 2010 avec l'appui du PNUD et Global Environment Facility, ce projet est mis en œuvre par le ministère du Développement rural à travers la Direction nationale de l'agriculture. La tenue de cette 4e session marque un tournant important dans la mise en œuvre du projet, eu égard à l'état d'avancement actuel, mais l'entrée en vigueur d'un nouveau partenaire qu'est l'Agence canadienne pour le développement international. Je pense qu'avec toutes les actions menées dans le cadre de ce programme, on a pu vraiment conscientiser les uns les autres par rapport aux risques que nous sommes en train de courir et tous les dangers qui se posent à notre production agricole, que ce soit l'élevage, la pêche, la production végétale et même la production forestière. À travers la tenue de cette 4e session du comité de pilotage, l'occasion vous est donnée d'examiner et cela avec toute l'objectivité requise. L'équation entre le plan opérationnel que vous avez adopté lors de la 3e session et les résultats ici présentés. Les travaux qui dureront 2 jours regroupent en plus de l'équipe de coordination les maires des communes de Sandare, Massantola, Pensoba, Sizana, Mundoro et les représentants des chambres régionales d'agriculture de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao. Santé, à présent, session extraordinaire du conseil d'administration du Centre national d'appui à la lutte contre la maladie. C'était hier, le projet d'établissement du centre était soumis aux administrateurs. Un projet qui prend en compte les activités du centre de 2014 à 2018, compte rendu Mamourou Sidibé. Ce 2e conseil d'administration extraordinaire du Centre national d'appui à la lutte contre la maladie, CNAM, est consacré à l'examen et à l'adoption du projet d'établissement 2014-2018. Ce projet s'appuie sur des choix d'objectifs et d'actions visant à orienter pour le moyen terme les activités et le fonctionnement du centre. C'est 5 ans de planification en matière d'infrastructure, d'équipement, d'activité. Quand je dis activité, la formation et tout, et même les autres services que nous menons ici. Ce projet d'établissement est le résultat d'une dynamique interne qui prend en compte la satisfaction des besoins des populations et l'amélioration de leur état de santé. Ce projet qui vous est soumis à votre appréciation vise à mobiliser toutes les ressources du centre dans une entente parfaite afin de réussir ses missions. Il est constitué d'une part d'un schéma de planification, d'un plan d'opération sur 5 ans et d'autre part d'une estimation de coût des opérations. Son coût global est évalué à la somme de 10 679 309 000 francs CFA. La mise en œuvre de ce projet 2014-2018 permettra au CNAM de mieux remplir ses missions de service public. Il s'agit entre autres de la promotion de la recherche opérationnelle, la formation continue en matière de lutte contre la maladie et la surveillance de certaines maladies.
28 avocats stagiaires viennent de prêter serment devant la cour d'appel. La cérémonie donc a regroupé plusieurs membres de la famille judiciaire. Le procureur près la cour d'appel, Daniel Tessougué, dans un réquisitoire, a insisté sur les vertus comme la patience et la loyauté. Quant au bâtonnier de l'ordre des avocats, maître Seydou Koulibaly, il a invité les jeunes à exercer leur profession dans le strict respect des règles de cette profession. Il dira à l'occasion que la complémentarité est un principe d'or au sein de la famille judiciaire. Maître Fantasila est la marraine des récipiendaires. Voilà, 28 avocats stagiaires qui viennent de prêter serment devant la cour d'appel. Dossier de la rédaction mars et avril, des périodes de grande chaleur chez nous au Mali. Le thermomètre affiche souvent jusqu'à 40 degrés à l'ombre. On étouffe de chaleur. Quelles sont les bonnes pratiques à observer? Comment éviter la déshydratation et surtout comment protéger les tout petits et les personnes âgées des rayons solaires? Nyanya Aliou Traoré a bravé le soleil pour nous proposer ce dossier. Suivez. À Bamako, comme dans la plupart des localités au Mali, c'est sans doute la forte chaleur. Depuis 9 h du matin, les rayons de Monsieur Soleil se montrent impitoyables. Aux environs de midi, la chaleur devient intenable. Cette situation est due au positionnement géographique de notre pays qui fait partie du Sahel. Avec cette forte humidité en atmosphère, la chaleur va continuer parce que les tendances sont à la hausse maintenant, la différence de pression entre l'Europe et les 20 degrés nord là. Cette chaleur, nous la supportons difficilement parce qu'elle est humide, parce qu'il y a une forte teneur en eau. L'année dernière, si on se souvient sur l'ensemble du territoire, le mois de janvier, février, c'était des mois très chauds. Cette année, c'est un peu différent. Nous avons tous senti que le mois de janvier et février, c'était les mois les plus froids de l'année 2014. Donc cela est dû à un système qui s'appelle le front intertropical, qui fait un mouvement régulier cette année par rapport à l'année dernière. Vraiment, il fait très chaud maintenant. En cette période de chaleur, le goudron s'est sorti qui fait éclater les pneus 2 à 3 fois par jour. Je bois chaque fois de l'eau fraîche parce qu'il fait chaud et que le soleil nous dérange. L'hôpital Gabriel Touré, le service des urgences. C'est arrivé de relever des patients qui ont présenté des symptômes qui sont en faveur de l'élévation de la température ambiante. C'est le cas des déshydratés. C'est des patients qu'on a pu recruter depuis que la période de chaleur a commencé. À la Fondation Salif Keïta, la situation est très prise au sérieux par les premiers responsables. Pour le moment, on est en négociation avec des partenaires qui pourraient nous fournir des crèmes. Mais avant ça, moi j'ai envie de dire aussi qu'il y a des gestes simples du quotidien qui peuvent améliorer la vie des personnes albinos. C'est-à-dire porter une casquette, un chapeau, porter des vêtements légers mais à manches longues et voilà, éviter un maximum le soleil. Selon l'avis du médecin spécialiste, les bons gestes à retenir sont simples. Il faut rester dans un environnement avec une température qui est acceptable, environ de 37 degrés. Il faut se couvrir, c'est-à-dire porter un chapeau qui permet un peu de freiner les rayons solaires et il faut beaucoup boire. Quand je dis beaucoup boire, ça m'amène à penser à deux catégories de personnes, c'est-à-dire les personnes âgées et les enfants. Par rapport à la nourriture, il faut bien entendu prendre des aliments qui apportent beaucoup d'eau. Donc tout ce qui est légumes, il faut en prendre, la bouillie, les bouillons. Pour le sport, ce n'est pas interdit de faire le sport. Faire le sport dans un endroit qui est couvert. Si on n'a pas cette possibilité qu'on doit faire le sport au dehors, sous la chaleur, il faut limiter beaucoup l'intensité encore, en tout cas du sport qu'on est arrivé à pratiquer. Pour l'habillement, il faut porter, bien entendu, tout ce qui ne dégage pas beaucoup de chaleur, éviter tout ce qui est synthétique. Ce qui est mieux, c'est vraiment les cotonnades. Éviter de se couvrir beaucoup, donc porter léger, de préférence en coton. Alors, faites comme moi, buvez autant d'eau. À ce propos, les médecins conseillent de boire jusqu'à 3 litres d'eau par jour. Et son verre d'eau. Championnat national de Ligue 1 hier au stade Modibo Keïta, au compte de la 12e journée. La Somme a dominé le Niana de Koulikoro par le score de 1-0. En secondaire, l'AS Real de Bamako a été tenu en échec par l'AS Police, 1 but partout. Suivons le résumé de ces deux rencontres avec Mamoutou Danti.
L'AS Real de Bamako a été accroché par l'AS Police. Score 1 but partout. Les joueurs de Noundjani ont été menés au score dès la 5e minute suite à un centre. Ousmane Diarra trompe Almami Sogoba, les gardiens de but de l'AS Real, 1-0 pour l'AS Police. Les Noirs et Blancs de Bamako remettent les pendules à l'heure. C'est ainsi qu'à la 26e minute, Moussa Kone Kofi rétablit la parité. C'est sur ce score d'un but partout qu'on observe la mi-temps. Les 22 acteurs retrouvent la pelouse pour tenter de prendre l'avantage dans cette rencontre. On assiste à une deuxième mi-temps, c'est vrai de but. Finalement, l'AS Real et l'AS Police se partagent les points. Avec 2 matchs en retard, l'AS Real se positionne à la 7e place avec 16 points devant l'AS Police qui reste 11e au classement provisoire de la 12e journée. Par ailleurs, le Nian de Koulikoro a été dominé par la Somme par le score d'1-0. Il a fallu attendre les arrêts de jeu pour voir la Somme débloquer la situation par Ibrahim Tamboura, entré en seconde période. La Somme s'impose donc 1-0. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre